Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur la neurobiologie. Si vous avez des questions médicales, vous devriez vous rencontrer un spécialiste, demander un médecin, parce que moi je suis un patient, j'ai moi-même l'épilepsie. C'est ce qui m'a amené à commencer à apprendre la biologie sur la neurologie. Euh, Ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous ce que j'ai appris. Mais surtout, pour moi aussi, c'est une façon d'approfondir mes connaissances. Si vous voyez dans la présentation quelque chose qui est défaut ou quelque chose qui manque, je vous en prie de faire un commentaire en bas et je pourrai plus tard refaire la présentation. Euh, Cette présentation est sur l'épilepsie avec un point principal qui est le SUDEP, qui représente les Sudden Unexplained Death in Epilepsy. C'est les cas de mortalité dans l'épilepsie. La présentation est en deux parties, soit la première partie de la physiologie, comment tout fonctionne, et puis la pathologie, comment tout ne fonctionne pas bien. Alors commençons pour cette présentation de neurophysiologie. Euh, le potentiel de membrane. Le potentiel de membrane, c'est très simple, c'est le cas, l'état où le neuron euh, qui, qui est représenté ici. Le neuron, c'est ici, c'est le corps cellulaire avec le noyau. Cette partie, c'est le axone, le hillock, et ça, c'est l'axone du neuron que je voulais décrire à l'avant, et je reviens maintenant au potentiel de membrane. Le potentiel de membrane, c'est simplement l'état où le neuron est prêt à être euh, excité. Euh, C'est très simple, c'est que l'intérieur du neuron, de l'axone, est négatif, et puis l'extérieur de l'axone est positif. Cela, c'est possible parce qu'à l'extérieur, il y a du natrium euh, ou sodium, les deux non, sont bons, ou pour le potassium à l'intérieur de l'axone. Euh, Maintenant, lorsque le neuron est excité, c'est le potentiel d'action. Le potentiel d'action, pour ce faire, a besoin de quelques composants que je vous présente maintenant. Euh, Ici, nous avons canaux de sodium ou de natrium, le canal de potassium. Et ici, nous avons la pompe ATP qui utilise l'énergie ATP qui vient des mitochondria, qui se fait à l'aide du glucose et du phosphate. En fait, ce n'est que trois composants. Euh, on pourrait l'appeler une unité de trois composants, cette unité, qui se répète plusieurs fois sur la longueur de l'axone. Donc, c'est assez simple. Il n'y a qu'à la fin qu'il y a un canal de calcium avec des vésicules de neurotransmetteurs. Et ce sont les composants de base pour effectuer euh, le potentiel d'action. Le potentiel d'action à l'état numéro 1, ici nous avons le canal de sodium qui est sensible au voltage. Il sent une charge positive, ce canal s'ouvre et laisse entrer du sodium dans l'axone. Et peu après, le canal de potassium s'ouvre pour laisser sortir du potassium. Et de ce fait, il se fait une charge positive à l'intérieur de l'axone et une charge négative à l'extérieur. Donc c'est un changement de charge de l'intérieur à l'extérieur. Cette charge est censée, par le canal de sodium voisin, et puis l'effet se répète. Et avant tout, ici, la pompe d'ATP reprend le sodium qui est entré et le ressort, et reprend le potassium qui était sorti et le rentre pour pouvoir retourner au potentiel de membrane. Euh, Durant cette phase, euh,
il y a ici le sodium, le canal de sodium devra être déactivé parce que comme il sent la charge positive, il reste ouvert. Il a besoin d'une deuxième façon de pouvoir se déactiver jusqu'à ce que la pompe ATP ait complètement réussi à faire un nouveau balancement du sodium et du potassium. Donc, c'est la première unité ici qui a fait son travail, qui a fait le potentiel d'action. Et maintenant, cette action s'est rendue à la deuxième unité et le tout se recommence. C'est comme un effet domino. Donc ici, le sodium rentre à l'intérieur de l'axone, le potassium sort, et puis la pompe ATP ressort le natrium, il rentre le potassium. De ce fait, une charge positive qui, elle, va à l'unité numéro 3. Le numéro 3 recommence tout. Et puis, elle aussi, elle fait une charge positive qui se rend au canal de calcium. Et le calcium, lui, entre, il est modulé par le magnésium à l'intérieur du canal qui laisse rentrer plus ou moins le calcium. Et lorsque le calcium est rentré près des vésicules, neurotransmetteurs, il laisse sortir les neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Et puis, lorsqu'il a été utilisé, il est retourné à l'intérieur de l'axone, dans des vésicules, pour pouvoir retrouver le potentiel de membrane. C'est le neuron qui sera prêt à être excité à nouveau. Alors, voici donc la fente synaptique. C'est la fin des neurones, ici, qui communique avec le neuron voisin, la fin de l'axone qui communique avec le neuron voisin. Pour ce faire, nous avons ici, comme on a dit, le canal, le calcium qui rentre, laisse sortir les neurotransmetteurs. Il y a plusieurs sortes de neurotransmetteurs. C'est le glutamate. C'est un neurotransmetteur qui était excitateur. Ce glutamate, il se dépose sur un canal qui s'ouvre pour laisser rentrer le sodium à l'intérieur, qui fait des charges positives à l'intérieur. Et d'un autre axon, on peut avoir des neurotransmetteurs qui sont GABA, qui serait un inhibiteur, qui ouvre un autre canal, qui laisse rentrer du chloride à l'intérieur du neuron, qui lui laisse une charge négative à l'intérieur. Ici, nous sommes maintenant à l'héloc de l'axone. C'est une partie importante qui fait l'addition de tous ces charges qui rentrent. Et puis, comme ici, on a plus de charges positives que de charges négatives, alors on a une charge positive et c'est ce qui débute le signal au premier canal de sodium qui sent la charge positive, qui est sensible au voltage, et ce qui commence l'unité 1 à faire le potentiel d'action qui fait à l'unité numéro 2, numéro 3, et voilà. Et c'est de cette façon qu'on a une charge positive qui traverse une axone. Maintenant, parlons des réseaux de neurones. On vient de le voir, nous avons des neurones excitateurs, nous avons des neurones inhibiteurs, et l'addition des deux permet d'avoir un potentiel d'action ou non. Et puis lorsqu'on a un potentiel d'action, lorsqu'il arrive à un deuxième neuron, la fente synaptique, ici, communique avec le neuron voisin qui peut rendre un signal aux organes vitaux. En fait, qui rendent des signaux tout partout, aux muscles, dans tout le corps. Mais comme cette présentation a une espèce sur le SUDEP, donc on parlera des organes vitaux. Le cerveau a une certaine plasticité. En fait, c'est lorsqu'il peut se renouveler, se régénérer, mais aussi parce qu'il peut avoir plusieurs réseaux. Si un réseau ne fonctionne pas,
comme il devrait pour un organe vital, donc c'est très important. Alors il y a aussi des réseaux redondants supplémentaires qui reprendront le signal pour assurer que les organes vitaux sont toujours en fonction. Je veux aussi faire une différence ici avec les réseaux adjacents. Un réseau principal pour un organe peut avoir un réseau supplémentaire, un réseau redondant pour raison de sécurité. Mais on peut avoir aussi, le cerveau est tout plein de millions de réseaux de neurones, tout près l'un de l'autre. Alors on peut avoir des réseaux adjacents, par contre, qui ont une autre fonction, disons pour les poumons ici, mais qui peuvent être très proches l'un de l'autre quand même. Le réseau adjacent peut lui-même aussi avoir un réseau redondant pour être sûr que les poumons reçoivent le signal dont ils ont besoin. Ceci sera plus important lorsqu'on arrivera à la présentation pathologique. En tout, les signaux sensoriels viennent des extrémités du corps, des organes vitaux et tout, montent jusqu'à la décussation du faisceau pyramidal et traversent de l'autre côté pour se rendre au thalamus pour être distribués dans les régions principales de la fonction principale. Disons qu'on a le cœur, le signal est envoyé dans le cortex à la place principale de cette fonction. L'information sera gérée et puis un signal de réaction sera envoyé, un signal pour le signal moteur et de cette même façon à travers le thalamus et puis qui changera de côté à la décussation du faisceau pyramidal pour se rendre à l'organe, aux muscles, aux membres. Voilà donc pour la présentation de la neurophysiologie, ce que sera la base pour la deuxième présentation, la pathologie.